Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour, ici Paul Vachon, historien. Cette semaine, nous allons faire la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale, de 1942 à 1944. On a vu lors du conflit de la situation précédente que les forces de l'Axe et les forces japonaises étaient gagnantes sur à peu près tous les terrains. À partir de 1942, la situation va continuer d'aller assez mal pour les Alliés, pendant, je vous dirais, à peu près 6 mois du conflit. Et il va y avoir une stabilisation après, où les forces en présence vont s'équilibrer. Et finalement, à partir de la fin de 42, 43, 44, là, c'est vraiment les Alliés là, qui reprennent du terrain et on fait la conquête. Juste auparavant, je veux vous parler d'un phénomène qui a eu lieu en Allemagne, puis qui a lieu également au Japon. Ce sont les camps de concentration. Il y a deux types de camps. Il y a les camps de concentration, ou les camps de travaux forcés, puis il y a les camps d'extermination. C'est très différent. Les camps de concentration ont été instaurés en Allemagne dès 1933 et ils visaient les opposants politiques. Un petit peu comme en Russie, où à un moment donné, si tu n'es pas d'accord avec l'opération spéciale contre l'Ukraine, puis que tu parles contre l'armée, c'est 15 ans de prison. Alors, on voit la différence entre une démocratie tout de suite et une dictature. Alors, on revient sur les camps de concentration. En allemand, ça s'appelle Konzentrationslager. Sur le portail des camps de concentration, il y avait une devise, elle est partout sur les portails des camps. Ça dit « Le travail rend libre ». Arbeit macht frei. Le travail rend libre. La liberté, c'était finalement la mort. Dans les camps de travaux, on fait travailler les gens jusqu'à l'épuisement total quand on ne les assassine pas. Il y a eu des survivants, bien sûr, mais c'est une poignée par rapport à ceux qui vont y perdre la vie. Au moment où je vous parle, peut-être que vous verrez des images. Là encore, je veux vous prévenir. Ce sont des images extrêmement dures, extrêmement difficiles, mais il faut les montrer pour que finalement, le jour du souvenir, quand on se réunit, ça ne soit pas en vain. Il faut se rappeler ça. Et plus on s'éloigne de la Seconde Guerre mondiale, vous savez, ça fait plus de 70 ans maintenant, là. Alors, plus on s'éloigne de la Seconde Guerre mondiale, plus le souvenir s'estompe et plus les dangers de recommencer sont là. On dit souvent qu'après 1, 2 ou 3 générations, souvent 2, on risque de répéter les mêmes choses. Alors, c'est extrêmement important, les témoignages qu'on a de cette époque-là. Les gens du passé nous crient, nous montrent, nous implorent de ne pas recommencer. Écoutons-les, si on veut que notre passé ait un avenir. Alors, les camps de travail étaient pour les opposants politiques, les homosexuels, les témoins de Jéhovah, en fait, tout ce qui ne faisait pas l'affaire de Hitler étaient enfermés dans des camps. La différence entre les camps de concentration et d'extermination, bien, je pense que le mot le dit, les camps d'extermination étaient là pour exterminer les gens, notamment les Juifs. On s'en était pris aux Juifs. Et vous savez, il y a eu jusqu'à les 2 tiers des Juifs d'Europe qui ont été exterminés et 40 des Juifs du monde ont été exterminés. Les camps d'extermination étaient situés en Pologne et je vous les nomme parce que ces noms-là, pour beaucoup, restent dans leur mémoire et sont synonymes d'horreur. Chemno, 153 000 morts. Belzec, 500 000 morts. Auschwitz-Birkenau, 1 100 000. Sobibor, 200 000. Treblinka, 1 200 000. Majdanek,
78 000. Alors, 6 centres d'extermination. On a fait des expériences médicales. Écoutez, je ne serais même pas capable de regarder ces vidéos-là tant le cœur nous soulève. Le docteur Joseph Mengele a fait des expériences médicales sur des enfants, sur les jumeaux, des pseudo-expériences médicales. On a fait des amputations sans anesthésie, on a stérilisé des femmes sans leur consentement, on a assassiné des gens qui étaient des handicapés physiques, des gens avec des déficiences intellectuelles. On les assassinait tout simplement, on les éliminait. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'horreur? Je ne pense pas. Il y a peut-être 1 million de façons de tuer du monde, mais le résultat demeure le même. Mais quand on l'érige en système, où finalement, ce sont tes propres compatriotes revêtus d'uniformes rayés qui sont, qu'on appelle les capots, et qui surveillent leurs camarades, qui les dénoncent pour survivre puis pour avoir un petit peu plus d'alimentation. On est dans l'horreur absolue. Les gardes SS ont le droit d'assassiner qui ils veulent, sans aucune retenue, sans aucune représailles. Il y a même des commandos spéciaux qu'on appelle les Hetzengruppen ou Hetzenkommando, qui sont des unités mobiles d'extermination et qui vont d'un camp à l'autre et exterminer des gens. Les façons de procéder sont multiples. Au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on les assassinait tout simplement, mais après, on va raffiner et surtout augmenter la cadence en utilisant des fours crématoires pour se débarrasser des cadavres, parce qu'auparavant, on les enterrait, mais on s'est rendu compte qu'on contaminait la nappe phréatique et que les soldats étaient malades, alors il fallait trouver d'autres solutions. Le 20 janvier 1942, c'est la conférence de Wannsee, où on va imposer la solution finale qui consiste à exterminer systématiquement les Juifs d'Europe. Il y en a eu de 5 à 6 millions qui ont perdu la vie. À Auschwitz-Birkenau, on utilise notamment des chambres à gaz qu'on a trafiquées. On leur fait croire que ce sont des salles de douche, il y a de faux pommeaux de douche. C'est des habitacles, des bâtisses, des chambres en béton avec des portes en acier. Et les gens doivent se déshabiller. Lorsqu'ils arrivent, ils sont triés. Ils doivent se déshabiller et on leur fait plier leur linge, on leur donne des serviettes, puis on leur montre des serviettes puis du savon en leur disant que c'est là qu'ils vont revenir pour se sécher puis tout ça. Mais en réalité, lorsqu'ils sont entassés dans ces chambres-là, que les portes sont fermées, on jette un insecticide, le Zyklon B, et qui les tue en quelques minutes, mais on sait que ça prend 30 minutes avant que tous soient morts. Les portes sont ouvertes et les cadavres sont transportés dans les fours crématoires. En 5 ans, plus d'1 million de Juifs ont été assassinés à Auschwitz, dont 900 000 à leur arrivée. Ils arrivent par train, dans des wagons à bestiaux. Ils sont terrorisés, ils arrivent avec une petite valise, on les trie. Ceux qui sont aptes à travailler vont survivre quelque temps. Les autres sont envoyés immédiatement dans les chambres d'extermination. On leur fait même écrire de fausses cartes postales qu'ils envoient à leur famille en leur disant qu'ils sont bien traités. On a poussé au paroxysme l'assassinat, enfin. Excusez-moi. La Seconde Guerre mondiale, c'est aussi l'avancée japonaise un peu partout. La Seconde Guerre mondiale, pour nous au Canada, c'est aussi la conscription. Vous vous souvenez de la conscription en 1917-1918, où on avait promis aux Canadiens qu'il n'y aurait jamais de conscription? Ben, en 1942, c'est la même chose qui se produit. En 1942, là encore, on manque de soldats. La guerre fait rage. Heureusement que on s'est parlé des camps de concentration. À date, c'est pas connu encore. C'est secret. Les gouvernements le savent. Ils n'osent y croire et c'est pas sorti publiquement encore. Mais
le référendum sur la conscription va donner les mêmes résultats finalement qu'en 1917. 63 des Canadiens vont voter en faveur de la conscription et 70 71 même des Québécois vont voter contre. Le Québec a toujours été une société différente du reste du Canada. On va voter contre. Et là encore, c'est la même répétition. Les gens se cachent pour essayer d'éviter la conscription, mais on a aussi des volontaires qui vont y aller puis qui vont se battre, bien sûr. Et essayez de vous imaginer le climat social de cette époque-là. Là. On n'est pas on n'est pas dans une manifestation comme à Ottawa. Là. Les choses sont sérieuses. C'est absolument épouvantable. Les familles sont déchirées, sont divisées. On a de mauvaises nouvelles. On leur apprend que leur fils, leur frère, leur oncle, leur père est mort au front. Alors, c'est absolument horrible. Du 4 au 6 juin 1942, je vous dirais qu'il y a une première bonne nouvelle qui arrive, c'est la bataille de Midway contre les Japonais. C'est une bataille navale, je vous dirais, de porte-avions à porte-avions. On utilise également des destroyers, des sous-marins, en fait, toute la panoplie qu'on peut avoir. Mais c'est la bataille de Midway et c'est la première grande défaite japonaise et une victoire américaine. Les Japonais ont perdu 4 porte-avions, dont, entre autres, des porte-avions qui ont servi lors de l'attaque contre Pearl Harbor. C'est un symbole, mais c'est un symbole important. Première grande victoire américaine contre le Japon. En France, on s'est parlé que la France était une France de collaboration. Alors, pour vous illustrer la collaboration monstrueuse de la France à cette époque-là, c'est la rafle de Valdiv en France, où 12 000 Juifs ont été arrêtés par les Français puis envoyés dans les camps, dont 4 000 enfants. 4 000 enfants vont être envoyés dans les camps. Ils sont mis dans des wagons bestiaux avec leurs familles puis sont expédiés à Auschwitz. Sur les 4 000 enfants français, juifs, qui ont été envoyés dans les camps de concentration, 30 enfants sur 4 000 vont survivre, puis vont être libérés en 1945. Quand on parle d'une France de collaboration, c'est ça. Il ne faut pas oublier aussi la résistance française, bien sûr. C'est important. Les Français se battent avec les moyens qu'ils ont, très peu. Beaucoup vont mourir, Jean Moulin, entre autres. Beaucoup vont périr parce qu'ils vont se battre pour résister au fascisme, à l'agression nazie. Ils croient toujours aux valeurs de la République. Il faut dire que lorsque le maréchal Pétain a pris le pouvoir dans la zone libre de la France, il a aboli la démocratie, puis il a instauré un système autoritaire. Le 19 août 1942, c'est le débarquement à Dieppe. C'est des Canadiens, majoritairement, qui débarquent dans la ville de Dieppe. C'est une opération catastrophique pour le Canada, meurtrière. Il y a 5 000 Canadiens qui vont débarquer. Il y en a 2 000 qui vont y laisser la vie. Il y en a un très grand nombre qui vont devenir des prisonniers puis qui vont aller dans les camps de concentration allemands. Alors, c'est un désastre canadien. Vous comprenez que ça n'incite pas beaucoup les autres à se porter volontaires puis à aller se battre. J'ai oublié de vous parler de l'opération Barbarossa, qui est en 1941. C'est extrêmement important, je vais y revenir. L'opération Barbarossa, c'est l'attaque de l'Allemagne contre l'Union soviétique. Malgré le fait qu'il avait signé un pacte de non-agression et tout ça, Hitler, lorsqu'il s'est emparé de l'ensemble de l'Europe, a décidé que le moment était venu d'attaquer l'Union soviétique, de se débarrasser du communisme, et ils attaquent dans le nord, dans le centre et dans le sud. Le sud, c'est l'Ukraine, le nord, c'est la ville de Leningrad, et le sud, c'est aussi Stalingrad, puis le centre, c'est Moscou. Et les forces allemandes sont à 100 km de Moscou. Alors, les Allemands se sont emparés d'une grande partie de l'ouest de l'Union soviétique, et l'Union soviétique ne peut que reculer. Elle n'était pas prête. Staline avait fait exécuter les généraux de l'armée soviétique parce qu'il est paranoïaque, puis il pense qu'on complétait contre lui. Donc, il a décapité ses meilleurs éléments. Donc, l'armée rouge n'était pas capable de résister pantoute. Et c'est la politique de la terre brûlée
On brûle les fermes, on abat le bétail, on brûle les récoltes pour pas que les Allemands puissent s'approvisionner. Alors, les Allemands vont pénétrer, c'est la guerre Hitler, vont pénétrer facilement en Union soviétique jusqu'à ce que l'hiver arrive. On parle toujours du général Hiver, qui a d'ailleurs fait reculer Napoléon, qui l'a vaincu. Mais il va se passer la même chose avec les Allemands. Les Allemands ne sont pas équipés du tout là, pour faire face à un hiver. L'hiver est pas mal moins rigoureux en Allemagne qu'il peut l'être en Union soviétique. C'est un climat semblable au nôtre. Alors, les voitures, les blindés, puis tout ça, à moins 30, ont beaucoup de difficultés à redémarrer et les soldats ne sont pas équipés. Il y a des engelures. L'hiver est le pire ennemi, finalement, de l'armée allemande. Du 11 juillet 1942 au 2 février 1943. Alors, 800 jours de guerre, c'est la bataille de Stalingrad. C'est un symbole. Stalingrad porte le nom du chef de l'État, Joseph Staline. Alors, c'est un symbole et ça va montrer aussi l'âpreté de cette guerre-là, de la Deuxième Guerre mondiale, où on se bat partout. On se bat dans le désert, on se bat dans les montagnes, on se bat sur la mer, on se bat dans les airs, mais on se bat aussi dans les villes, maison par maison. Et ce qui est particulièrement horrible, c'est que la seule chose que l'Union soviétique peut opposer à ce moment-là aux troupes hitlériennes, c'est la masse de population. Alors, on envoie des milliers de soldats, finalement, à la mort. Ils n'ont même pas de fusil pour tout le monde. Il y a un fusil pour 2 hommes, puis on leur dit, quand votre camarade va tomber, vous prenez son fusil. Alors, on envoie... Il y a un excellent film qui a été fait par un Russe qui s'appelle Stalingrad, pas le Russe, mais c'est Féodor, je ne me souviens plus là, exactement, mais un excellent film qui s'appelle Stalingrad et qui raconte cet épisode-là, puis le sacrifice des Russes. 800 000 pertes du côté des Russes qui ont perdu la vie, alors imaginez le nombre de blessés, 400 000 Allemands. Ça va être l'une des plus grandes défaites de l'Allemagne, puis même probablement de la Seconde Guerre mondiale. Tous les civils de 16 à 65 ans, les civils russes sont réquisitionnés, non pas pour se battre, bien ceux qui peuvent se battre, mais comme on manque de matériel, on en a besoin pour creuser des tranchées, puis bâtir des murs, des murs de protection, toutes sortes de choses qui peuvent retarder les Allemands. On utilise beaucoup aussi ce qu'on appelle les snipers, les tireurs d'élite, dont l'objectif est d'abattre les officiers allemands, qui sont assez faciles à reconnaître là, par leur habillement. Ou abattre des soldats quand on ne trouve pas d'officiers. En abattant les soldats, on les blesse. On ne veut pas les tuer. Pourquoi? Parce que quand tu as un blessé, ça mobilise 5 personnes autour de lui. Des médecins, des infirmiers, des aides, etc. Alors, tu paralyses autant l'armée allemande en faisant des blessés, ou tout simplement, quand tu en blesses quelqu'un puis que ses camarades essaient d'aller le secourir, bien, tu peux facilement les abattre. C'est cynique, je le sais, mais nous sommes en guerre. Il y a également, dans cette guerre-là, tous les recours sont bons. Donc, Hitler va ordonner à ses troupes, parce qu'il voit bien que la situation se détériore et devient extrêmement difficile, Hitler va ordonner à ses troupes de se battre jusqu'au dernier homme, de ne jamais se rendre. Et il va nommer le général von Paulus, qui commande la 6e armée à ce moment-là. Il va nommer le général von Paulus Feldmarschall. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'Allemagne un Feldmarschall qui s'est rendu. Donc pour lui, en le nommant, il ne se rendra pas. Il va se battre jusqu'au dernier de ses hommes. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Le lendemain de sa nomination, von Paulus se rend et 95 000 Allemands, soldats allemands, sont faits prisonniers par les Russes et vont s'en aller à leur tour dans les camps russes, dans les camps d'internement, de concentration. À l'époque, vous imaginez que c'est mieux qu'en Allemagne. Il y a des camps où c'est mieux. On en avait des camps, nous, ici au Canada,
où des Allemands ont été internés. Mais le traitement de ces Allemands-là au Canada, moi, je vous dirais qu'ils ont été chanceux. Ceux qui sont allés dans les camps d'internement au Canada, si on les compare aux camps d'internement en Allemagne, en Italie, ou en Russie, ou au Japon, ils sont drôlement chanceux. Dans le nord de l'Afrique aussi, la situation commence à changer. L'Allemagne tombe contre Rommel, alors c'est une victoire aussi. Et un autre événement qui s'est passé et qui est illustré par un film de Spielberg, si ma mémoire est bonne, Le pianiste, qui va illustrer l'insurrection du ghetto de Varsovie. À Varsovie, il y a un quartier qui est le ghetto juif de Varsovie. Et les Juifs qui ont été déportés par milliers, on est en avril 1943, savent ce qui se passe à Auschwitz. En tout cas, en ont un doute profond. Alors, il va y avoir une insurrection dans le ghetto juif. L'insurrection va durer un mois. C'est déjà plus que certains pays qui ont été capables, qui n'ont pas pu résister à l'Allemagne. L'insurrection va durer un mois. Les Juifs vont se battre maison par maison avec les moyens de fortune qu'ils ont. Ils assassinent des Allemands, volent leurs armes pour se battre. Évidemment que après l'insurrection va être... les gens vont être massacrés. Ils vont être envoyés dans les camps d'extermination. Mais écoutez, ils y auraient été pareils. Alors, les Juifs se sont levés et se sont battus avec courage et détermination. Il y a des épisodes monstrueux dans ça. Par exemple, les SS, le soir, sortaient pour aller faire la chasse aux rats. Les rats, c'était des enfants juifs qui sortaient le soir, quand la nuit était tombée, se glissaient sous les barrières pour essayer de trouver de la nourriture, pour être capables de faire vivre leur famille. Et les Allemands, qui avaient trouvé à quelle place que plusieurs enfants sortaient, se postaient pour leur tirer dessus, les abattre. 1943, c'est aussi le débarquement en Sicile. Alors, on voit qu'en 1943, il commence à avoir un équilibre des forces. C'est aussi le bombardement de Hambourg en Allemagne. 42 000 civils vont y perdre la vie. On va utiliser du napalm. Alors, l'horreur n'est pas juste sur un côté, là. Quand la guerre devient totale, quand on compte même plus nos morts tellement il y en a, alors on utilise aussi les moyens qu'on a et l'Allemagne va le payer cher, c'est leur agression. Et en septembre 1943, l'Italie va capituler et Mussolini va être fait prisonnier, mais il va être très vite délivré par un commando allemand et Mussolini, dans le nord de l'Italie, va appeler les Italiens à continuer le combat. Il va y avoir les conférences, on n'en a pas parlé beaucoup parce qu'il y en a eu dans le passé, mais il y en a quelques-unes qui sont importantes que je veux vous mentionner. La conférence de Québec qui a lieu en 1943 où Mackenzie King, Roosevelt et Churchill se rencontrent. On va intensifier les bombardements sur l'Allemagne. On va projeter un débarquement en Italie. Mais surtout, il va y avoir une entente secrète entre les Américains et les Britanniques pour déménager les recherches qui se faisaient au Canada par les Britanniques sur le nucléaire, les déménager aux États-Unis dans un projet qui s'appelle le projet Manhattan à Alamogordo, dans ce qui deviendra après le célèbre centre d'Alamogordo où on va fabriquer la bombe nucléaire. À la conférence de Téhéran, on va accepter, c'est une petite anecdote, mais à la conférence de Téhéran, Roosevelt va être hébergé dans l'ambassade de l'Union soviétique et c'est truffé de micros. Alors les Russes peuvent tout écouter ce qui se dit. À la conférence de Téhéran, c'est Roosevelt, Churchill et Staline. On va décider de démembrer l'Allemagne. Là, on est en novembre 1943. On sait qu'on va gagner, on ne sait pas quand. La guerre peut durer encore bien des années, mais on sait qu'on est en voie. Là, on fait des avances. On a vu avec Stalingrad, on a vu avec le nord de l'Afrique. Alors, on décide qu'on va démembrer l'Allemagne, qu'on va l'occuper, qu'on va partager l'Europe en zone d'influence et qu'on va faire qu'on va déplacer la Pologne
pour récompenser les Russes et qu'on va faire un débarquement en France en 1944, à quelque part à l'été 1944. La conférence de Téhéran marque un tournant important dans la guerre. Et finalement, c'est l'opération Overlord sur laquelle nous reviendrons à la prochaine émission. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine.